Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Club Média 7. Club Média 7 qui a dû prendre quelques jours de vacances pendant la période festive. La libération des espaces publics et les éléphants blancs que sont Maria Gleta et le siège de l'Assemblée nationale en construction ont fait le menu de l'actualité de cette semaine. Une actualité que nous allons analyser avec Eugène Alosoupo, journaliste à Soleil FM, et Olivier Alotchemin, rédacteur en chef de l'événement précis. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Bonsoir. Oui, et tout de suite, nous allons sur la revue de presse. La revue est signée cette semaine, William Tchouki. Il a fallu près de 200 jours pour convaincre les Béninois. 6 mois et demi de sensibilisation et d'explication du bien fondé de l'opération de libération des espaces publics. Le deadline, c'était le 31 décembre 2016. Un week-end des fêtes que les populations ont mis à profit pour s'exécuter. Ils ont attendu le dernier jour pour partir, constate le quotidien du service public de la nation qui partage avec nous ce commentaire d'un enseignant. Je cite: « Je n'ai jamais cru que les Béninois allaient respecter la décision aussi massivement. Beaucoup ont libéré les espaces en cause spontanément. La ville est maintenant dégagée et on voit très loin. » Fin de citation. Le quotidien La Nation nous précise que la phase opérationnelle comme prévu n'a pas démarré ce 2 janvier 2017 et conclut que les autorités jouent la carte de tolérance. Le Télégramme, tout en constatant la spontanéité des populations, s'interroge sur les raisons du blocage de la phase répressive. En attendant, les femmes des marchés à la une de La Nation marquent leur ligne rouge. Elles réclament leur réinstallation avant toute casse de leur baraque. L'économiste voit en cette opération la volonté de hisser Cotonou au rang des villes modernes. Le même quotidien précise aux autorités que l'autre défi reste un plan d'aménagement pour la ville de Cotonou. À Porto Novo, la même opération de libération se déroule, mais le sujet qui préoccupe plus d'un, et notamment les députés, c'est l'affaire centrale électrique à Maria Gleta. Les députés ressuscitent le dossier, placard à sa une La Nation. Le chantier a coûté près de 50 milliards de francs CFA financé par le gouvernement du président Boni Yayi. Malheureusement, le projet peine à donner satisfaction, poursuit le quotidien. Pour ce faire, les députés refusent de passer 50 milliards au profit du dossier de construction de la centrale thermique de Maria Gleta selon Fraternité. Pour le matinal, en plus du dossier Maria Gleta, il y a celui de la construction du siège du Parlement qui fâche les députés. Ce dossier révèle un mal profond dont souffre notre pays et sa gouvernance, écrit l'auteur de l'article, qui nous apprend que les députés envisagent un mouvement de grève pour exiger du gouvernement le planning des travaux restants et une date butoir pour la livraison du chantier. À la donne béninoise, on frappe du poing sur la table, plus rien ne sera comme avant, nous informe Fraternité. Certains disciples de Saint-Matthieu ont écopé des sanctions disciplinaires pour légèreté, mauvaise exécution des services et rançonnement. Le potentiel nous précise que le rançonnement va coûter 45 jours de prison militaire à ces douaniers. Ils seront aussi radiés du tableau d'avancement pendant 2 ans, ajoute le quotidien de Ménotin. D'une affaire à une autre, le matinal écrit que les transporteurs sont dans la tourmente. Il s'agit de la vente de tickets d'un montant de 8 000 francs CFA par les structures syndicales des transporteurs pour les camions en direction du Niger. Une perception pourtant interdite par un arrêté interministériel. L'autre dossier, c'est la mauvaise gestion des subventions de l'État d'un montant de 200 millions de francs CFA, informe Fraternité, qui dit que la situation se complique pour les responsables syndicaux des parcs de véhicules gros porteurs Abdoulaye Ibrahim et Pierre Agoliagbo. Finissons cette revue avec cette rumeur de remaniement du gouvernement. Talon rassure ses ministres à la faveur du dernier conseil des ministres, nous apprend le matinal. Nous, de notre côté, nous vous rassurons de notre fidélité et bienvenue au club. Merci William Tchouki. Eugène Alotchemin, Eugène Alosoupo, vous êtes pourtant un nommé, je ne sais pas. Alors Eugène, dites-moi, le déguerpissement est effectif et volontaire malgré les annonces, les nombreuses annonces de résistance? J'ai tiré la conclusion que les Cotonois ne sont pas les plus étourdis du monde
parce que j'ai vu spontanément des propriétaires de maisons qui ont dû débarrasser la devanture de leurs habitations parce qu'à un moment donné, la deadline était venue à échéance. C'est une opération qui a suscité beaucoup de questionnement de la part de ceux-là. C'était une habitude. On occupait les espaces publics et les municipalités en profitaient grandement parce qu'il y a des tasses que ces populations payaient à ces municipalités. Et à partir du moment où l'autorité a décidé de couper court à tout ça, il y a eu des interrogations, un minimum de résistance qui sont restées juste là verbales. Mais nous avons constaté que les populations, quand la phase répressive devait commencer... Même les dames de marché ont annoncé des résistances. Oui, mais beaucoup n'ont pas résisté. En tout cas, dans l'affaire de déguerpissement, j'ai vu de vieilles dames qui, marteau en main, ont travaillé à déblayer la devanture de leur maison. C'est dit que, eh bien, il suffisait de tracer la ligne pour que ça suive. J'ai remarqué que malgré les propos plus ou moins belliqueux prononcés par quelques-uns, eh bien, l'opération a eu lieu, les tracteurs ont travaillé. J'étais vendredi dans la zone de Missébor, mais le terre-plein central a été dégagé. Et dans d'autres villes encore, Porte-Nouveau, eh bien, l'opération s'est passée de la manière la plus simple possible, sans grande résistance. C'est dit que les populations ont compris le bien fondé de cette opération. L'essentiel, c'est qu'on suive maintenant le déguerpissement pour que ces populations ne se réinstallent pas. Olivier Letiver. Oui, les populations se sont pour la plupart exécutées parce que on s'est rendu compte, elles-mêmes se sont rendues compte que c'était déjà trop, quoi. C'est déjà cru. C'est déjà trop. C'est-à-dire, le propriétaire a sa maison et il vend la devanture de sa maison qui ne lui appartient pas à d'autres personnes et perçoit des mensualités là-dessus. Le propriétaire s'est permis cela parce que jusqu'à une date récente, on lui faisait croire qu'il a droit à 1,50 m. Ben, on a dit ça, on a fait croire que lorsque vous achetez votre parcelle, 1,50 m après, vous avez toujours droit à ça, alors que c'est totalement illégal. On est arrivé à des moments où les gens se sont octroyés des parcelles, même sur le trottoir. Donc, les populations elles-mêmes se sont rendues compte que c'était de l'anarchie. Et dans certaines villes comme Boycon ou Abomey, on va carrément, on a abouti à des occupations qui sont au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Donc, il fallait que l'État central prennent le devant et de façon courageuse, sans préjuger des contre-coups électoraux que cela peut susciter. Parce que il ne faut pas se leurrer, les gens n'ont pas cassé leur baraque de façon comme ça volontaire. Non, c'est clair, c'est des opérations, c'est des contre-coups économiques que ça va leur causer. Ça, c'est évident. Oui. Derrière, en fait, l'opération vise à aérer les villes, dit-on. Mais derrière ces objectifs, il y en a sûrement d'autres. Non, pour l'essentiel, vous voyez clair. Vous arrivez à la barrière, si vous êtes à Cotonou, vous voyez devant vous et plus loin quand vous devez aller du côté de Fidjrosé. Et il y en a de même pour sûrement des objectifs sécuritaires. On peut lutter contre le terrorisme, on peut prévenir le terrorisme, on peut lutter contre le grand banditisme. Vous le savez. Oui, je suis d'accord. C'est des gens qui prennent abri sous ces baraques-là. Et donc, raison de plus pour débarrasser tout ce qui pourrait être un obstacle aux mesures de sécurité. Et pour l'essentiel, les populations, il y en a qui ont commencé par comprendre que les espaces qu'ils occupaient ne devaient pas l'être. Il y en a qui le disent, même si elles ont un pincement au cœur d'avoir détruit leur propre édifice, d'avoir détruit. Et pour l'essentiel, au nombre des infrastructures détruites, il y a suffisamment d'escaliers extérieurs. C'est-à-dire que des personnes qui ont érigé leur maison à étage, mais qui occupent l'espace public pour ériger des escaliers. Il faut, c'est des actes qui ne sont pas commodes au respect du bien public. Maintenant que le temps est donné, il aurait suffi que nous suivions
les recommandations, les exigences de l'autorité pour que cela marche de la manière la plus simple possible. Il y a risque de réinstallation de quelques-uns. Vous savez, il y a de ces buvettes qui ont été débarrassées, mais le soir, on installe des chaises et des chaises, de petites bâches, toujours pour continuer à exercer ces activités. Il faut que le suivi soit effectif pour que ces espaces soient vraiment libérés. Oui, le risque, c'est que le squatting continue, que ayant fait l'opération, au bout de 3 mois, 4 mois, que les gens se réinstallent à nouveau et peut-être de façon un peu plus commode. Bon, il faut que l'autorité maintienne cette veille pour que la suite nous donne raison, pour qu'on comprenne que l'État est vraiment décidé à assainir l'espace public. Parce que ce qu'on observe dans les belles villes, même à Lagos, où on dit que c'est... Justement, en quoi le Bénin est-il en train de se positionner comme une belle ville, une ville moderne? Bon, regardez, à Lagos, c'est à côté ici. À Lagos, vous ne pouvez pas... on ne peut même jamais imaginer que vous puissiez venir installer un commerce sur une grande artère. Ce n'est pas pensable. Donc, nous sommes en train d'aller vers la norme. Ce ne sera pas très facile de le faire. Ce ne sera peut-être pas pour l'immédiat, parce que nous sommes dans un pays quand même où on est habitué à une certaine liberté, voire même libertinage. Ce ne sera pas facile, mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on dégage un peu l'espace public pour permettre un réaménagement, que les places publiques servent d'espace de respiration urbaine. Dans une grande ville comme Cotonou, il n'y a pas d'espace vert en tant que tel, où on peut aller se restaurer. Il n'y en a pas. Sauf peut-être ce qui est en train d'être installé maintenant vers Agla ou Fifadji, je crois. C'est pratiquement le seul endroit. Or, dans certaines villes comme Abidjan, comme Accra, vous avez de véritables espaces publics, espaces verts, de véritables jardins. Ceux qui ont été à Marrakech ou à Casablanca ou à Rabat savent de quoi je parle. C'est vraiment de cela que nous avons besoin. Je crois que Cotonou mérite ça. Et le paradoxe, c'est que des villes de pays sahéliens sont plus nantis en matière d'espace public vert que bien Cotonou, qui est quand même la vitrine d'un pays qui a quand même le littoral. Ouais. Faire du Bénin un pays moderne, telle en est l'ambition, mais comment y parvenir? Quel doit être le prochain défi? Quel doit être le prochain défi du moins du pouvoir dans ce sens? De Cotonou ou du Bénin? Du Bénin. Oui, mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais vous ne pouvez pas aller au développement lorsque vous n'avez pas la discipline. Vous n'inculquez pas la discipline à ceux-là qui sont des agents de développement. Vous ne pouvez pas aller au développement lorsque vous avez des citoyens qui ne respectent pas les normes indiquées en la matière. Et donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui ne devrait mettre personne de côté. Dans l'ensemble, l'essentiel, c'est donner le temps. Nous avons vu des régimes ici, nous avons vu des régimes, ne serait-ce que sur la question des chefs de lieu de département, on a fait 20 ans, 25 ans, on n'a pas pu. Quelques mois après, le régime Talon l'a fait, on l'a constaté, on a déguerpi les artères, nous y sommes. Et donc, pour que cela continue, il faut que l'autorité montre la pertinence. C'est vrai, la répression c'est une chose, mais la sensibilisation doit aussi être de mise pour montrer aux populations la bonne voie. L'essentiel, c'est qu'on trace les voies à suivre par ceux-là qui sont les administratifs des populations. Oui, et le déguerpissement est une chose, mais un plan d'aménagement pour le Bénin en est une autre. Exactement. Il faut que les espaces dégagés puissent être réaménagés. Réaménagés en termes de jardins publics, en termes de fleurs à disposer le long de la voie, de façon à rendre agréable nos artères publiques. Sinon, si on ne le fait pas et de façon, disons, immédiate, les gens vont revenir. Et ça va même créer un sentiment de frustration encore plus grande, encore plus prononcé. Il faudrait que l'État, surtout le ministère du cadre de vie,
à Natitengu, à Parakou, comme à Porto-Novo et Cotonou, puissent réellement occuper les espaces dégagés. Sinon, et puis il y a un autre défi. Si vous regardez Parakou, par exemple, il y a des gravats le long de la voie. Et il faut que ces gravats-là puissent être dégagés. À Cotonou, on a eu quand même la mobilisation du préfet qui a mis tout le monde dans sa gibecière. Il a mobilisé. Ça, c'est clair. Mais à Parakou, ça n'a pas été le cas. On a des ruines le long des axes, mais on n'a pas ramassé. Voilà, donc il faut que cela... Une autre affaire, allons directement sur les affaires maintenant, à l'Assemblée nationale. Affaire Maria Gleta, les turbines à gaz installées donnent 0 MW. Oui, 50 milliards d'investis pour peu de résultats ou pas du tout de résultats. Oui. Et c'est une affaire qui reste dans le lot de ces nombreuses laissées par le régime Boni-Yayi. Et j'ai suivi ce débat jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Certains députés semblent incriminer un ministre qui est actuellement au sein du gouvernement. Mais l'essentiel, c'est de faire le clair sur cette affaire. Le constat, c'est quoi? Eh bien, la centrale ne débute pas. Le ministère de l'Énergie ne rime pas forcément avec des implications. Non, ce n'est pas une implication directe. On a estimé qu'il était là. On n'a pas dit qu'il est totalement coupable de quoi que ce soit. Et il était là, à un moment donné, il pourrait être la personne la plus habilitée à nous donner plus d'informations par rapport à ça. Au constat, eh bien, il n'y a pas de mégawatts débités par cette centrale, alors que nous y avons investi 50 milliards de francs CFA. On nous a dit que ça devait utiliser du jet A1, qu'utilisent les avions. Finalement, la question de rentabilité se posait. Et donc, en définitive, c'est une question de mauvaise gouvernance. Et puisque on peut chercher à savoir ce qui s'est passé dans cette affaire, on peut laisser le temps au gouvernement de fouiller et de nous informer au moment opportun. Oui. Est-ce que, Olivier Alotimé, est-ce qu'il y a des pistes utiles qui puissent permettre encore à cette centrale de fonctionner? Bon, actuellement, c'est compliqué pour l'État parce que l'État avait prévu que le jet A1, que le gaz soit fourni par le Nigeria par le biais de nos accords de coopération. Mais le problème, c'est que le Nigeria lui-même a de gros ennuis en matière d'approvisionnement en gaz et le jet A1 étant à un coût prohibitif, l'État ne peut pas s'engager à produire on peut recourir aux énergies renouvelables. Bon, pas sur Maria Gleta, ça c'est encore une autre... Non, pour renforcer la capacité nationale. Ça c'est sûr, puisqu'il y a une centrale thermique qui est déjà annoncée la semaine dernière par le Conseil des ministres, il y aura d'autres initiatives. Mais sur Maria Gleta, sur les turbines, il faut absolument... D'abord, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour savoir qui a fait quoi et mettre en prison ce ou celui qui doit être mis en prison. Parce qu'on ne peut pas investir 50 milliards en l'air et aujourd'hui nous sommes à 0 MW. C'est un drame national. Justement. 50 milliards dans de l'énergie renouvelable qu'on n'en saurait pas. Ne serait-ce que Maria Gleta aurait eu d'énergie pour les besoins de la population. C'est encore une fois une question de mauvaise gouvernance et il faut fouiller dans cette affaire pour que nous puissions être situés. Le chantier du siège de l'Assemblée nationale en construction est toujours souffrant. Et c'est un autre problème de mauvaise gouvernance. On ne peut pas imaginer que, on fasse plus de 5 ans et qu'on ne puisse pas avoir, un siège pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est tout au moins la deuxième institution de l'État. Et vous savez, vous avez des députés, si vous avez l'habitude d'aller au palais des gouverneurs, des députés qui sont debout sous des arbres parce qu'ils n'ont pas de bureau. Les bureaux ne sont pas suffisants, l'espace est restreint. Et on a décidé de construire un nouveau siège pour que, les députés soient dans de très bonnes conditions. Malheureusement, les intérêts aidants, nous n'avons pas pu avoir à temps cette infrastructure que j'ai vue
avant de venir ici, au bord de la voie, et qui rappelle de mauvais souvenirs. Le ministre du cadre de vie interpellé jeudi dernier a donné beaucoup d'explications. Il a fait même le détail des investissements par rapport à ça. Alors, pour l'essentiel, on est obligé de débourser encore de l'argent pour que les travaux soient... On a parlé de 18 milliards au départ, mais actuellement, on a besoin de plus de 40 milliards. Est-ce qu'il est bon d'investir encore 40 milliards dans ces décombres-là, entre griffes, ou bien carrément on prend la décision de construire un nouveau siège de l'Assemblée nationale? C'est possible, on peut affecter cette infrastructure. Il y a aussi l'image qui est associée à ça, l'image de la corruption qui est associée à cette infrastructure qui va abriter la deuxième institution de l'État. Je pense que le gouvernement peut prendre la décision sur lui-même de transférer. On peut installer un ou deux ministères là, ce n'est pas de l'investissement perdu, mais il faut trouver un autre siège à l'Assemblée nationale qui est à sauvegarder l'image de cette institution, la deuxième de la République. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que quand on passe à perte et profit, qu'on installe une autre... Non, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Hein? 7 ans après, le siège est encore... 7 ans, alors que les travaux duraient 2 ans. 18 mois. Hein? Voilà. Moins de 2 ans. Vous voyez? C'est ça. Et puis, nous en sommes aujourd'hui à nous demander quel sera, à quoi ça va servir, et finalement, il faut qu'on sache ce qui s'est passé, et il faut surtout que l'État voit dans quelle mesure sanctionner ceux qui ont été responsables. Moi, je ne dis pas forcément que quelqu'un a été responsable, mais il y a eu mauvaise gouvernance à un niveau si criard qu'aujourd'hui, 7 ans après, pour un édifice qui devrait être le symbole de notre indépendance retrouvée, parce que finalement, le palais des gouverneurs, c'est un symbole de la colonisation, hein, que nous utilisons jusqu'à présent. Hein, 57 ans après l'indépendance, nous continuons d'utiliser une infrastructure que le blanc a utilisée pendant des décennies. Et c'est une honte. Cette infrastructure est devenue aujourd'hui le mémorial national de la corruption. Il faut que nous sachions ce qui s'est passé, que ceux qui ont été impliqués à un moment ou à un autre dedans en répondent. Non, je suis d'accord qu'il faut fouiller dans cette affaire. Nous sommes dans la même logique. Tout à fait, tout à fait. Mais je dis, bon, pour l'image de l'institution parlementaire, on peut trouver d'autres solutions, quitte à ce que, eh bien, on puisse garder cette image qui est quand même chère à notre démocratie. Le Parlement, quand même, c'est pas une petite institution. Pas du tout. Troisième point donc de Club Média, c'est le PAG. En effet, depuis le lancement, depuis le 7 décembre, le jour où le programme d'action au quinquennat du gouvernement a été lancé, on ne s'est pas encore rencontré. Il faut que nous en parlions. Vous avez sûrement suivi le lancement de ce programme, Eugène Alassoukou. Oui, j'ai suivi. Pour l'essentiel, le PAG du gouvernement Talon, programme d'action du gouvernement, c'est 45 projets phares, c'est 95 sectoriels, c'est 19 réformes institutionnelles, c'est 500 000 emplois en vue pour environ 9 000 plus de 39 milliards. Mais cela dit, l'État béninois n'a pas tous les moyens maintenant pour faire tout ce qui est inscrit dans ce programme-là. Nous avons besoin de financement d'environ plus de 8 000 milliards. Le Parlement béninois a doté le pays d'une loi PPP, partenariat public-privé, et donc pour l'essentiel, les investisseurs privés seront très utiles dans l'exécution des différents projets inscrits dans le cadre de ce projet-là. Ce qu'il faut peut-être... Il y a aussi les privés béninois. Et c'est la question que je vais aborder. Il est quand même important. Nous avons des opérateurs au pays qui sont quand même spécialisés dans divers domaines. Et il aurait fallu qu'on puisse associer ces personnes-là. Il y en a qui sont dans l'anonymat qu'on ne connaît pas. Puis il faudrait les associer à reconstruire la République tel que le président Talon le veut. Et nous devons relever un autre défi. Le défi de la qualité des travaux. Ce n'est pas, nous avons le temps qui est une faiblesse qui apparaît comme une faiblesse majeure pour le régime en place, parce que nous avons en substance 4 ans pour faire l'essentiel de ce qui est contenu dans ce gouvernement, mais de mon avis personnel, on aurait réalisé 60-70% de ce qui est contenu dans ce programme, qu'on aurait fait beaucoup
pour l'avancement de ce pays-là. Donc, c'est une question d'option personnelle que le gouvernement a faite. C'est vrai, on a vu la présentation, je n'étais pas au pays, mais j'ai vu la présentation faite de ce programme-là, beaucoup l'ont apprécié. Il y en a qui étaient contre les politiques du président Talon, mais à voir la présentation du programme et ses articulations, beaucoup ont fini par dire bon, on peut y croire. Il faut donc qu'on suive. Mais ce programme, 39 milliards, il faut une opposition responsable, une opposition critique qui puisse... Une opposition, ce n'est pas nécessairement bien mettre les bâtons dans les roues du gouvernement, mais il faut des personnes qui puissent avoir la qualité de dénoncer. Malheureusement, nous sommes en face aussi de quelques personnes qui animent l'opposition, mais qui n'ont pas toute la capacité, qui n'ont pas l'envergure nationale qu'il faut pour faire cela. L'essentiel, c'est de commencer. Certainement qu'au fil du temps, d'autres personnes suivront pour animer cette opposition qui est quand même un moyen important de la démocratie. Olivier Alochemin, vous y avez consacré un éditorial. Vous avez consacré un éditorial au PAG. Je me rappelle encore cet éditorial. Pouvez-vous partager un peu avec nous le contenu de ce texte que vous avez intitulé « J'ai lu le PAG ». Bon, ça fait quand même environ un mois que j'ai écrit ce texte. J'ai apprécié, d'une manière générale, le PAG. J'ai dit que c'est un programme visionnaire, ambitieux, visionnaire. Il n'y a pas de superlatif assez fort pour dire ce que tout le monde a vu. C'est-à-dire, c'est brillant, c'est bon. Ça répond aux rêves que tout Béninois peut avoir. Avoir un pays... Un programme fondateur d'une nouvelle espérance. Fondateur d'une nouvelle espérance, surtout en matière économique et sociale. Économique, parce que ce que nous avons là, c'est des projets qui vont, par exemple, impacter toutes les villes de ce pays. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Ce qui m'a plu, c'est le programme d'infrastructure. Les 20 000 logements? Les 20 000 logements, avec 120 000 emplois qui sont prévus. Et ça vous rappelle le New Deal? Ça me rappelle le New Deal de Roosevelt et qui est en conformité avec Keynes. Keynes qui dit que pour relancer une économie, il faut vraiment des investissements et structurants dans tous les secteurs. Et c'est ce que nous avons appliqué au sortir de la conférence nationale, c'est-à-dire les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est clair que ça va relancer la croissance. On a prévu environ 6,5% de croissance, mais comme on le sait, la croissance économique doit être inclusive, c'est-à-dire toucher le plus petit citoyen de ce pays. Tant que ce n'est pas ça, ce n'est rien. Mais ce qui m'a, personnellement, ce qui m'a le plus... ce qui m'a posé problème... Ce qui a manqué selon vous? Ce qui a manqué, c'est deux choses. Au niveau de l'industrie, je n'ai pas vu une vision industrielle. Vous voyez, nous nous sommes toujours comportés depuis 1960 comme un pays consommateur de technologies. Mais il y a la promotion de l'industrie numérique. L'industrie numérique, à travers la cité. Oui, l'industrie numérique ne peut pas prospérer sans l'industrie et les petites et moyennes industries là qui fournissent les biens usuels de la population. Vous ne pouvez pas installer une application par exemple de fourniture je sais pas de programmes télé si les gens n'ont pas l'argent pour acheter cette application là. Et pour produire, nous avons besoin d'industrie et cette industrie va consommer alors les résultats issus par exemple de la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Moi je dis, tant qu'on n'aura pas trouvé une issue à notre industrie, cette cité-là va fonctionner à vide. Il faut une vision pour notre industrie et surtout protéger ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire les industriels béninois. Il y en a, il faut les protéger de la concurrence sauvage qui vient de l'extérieur. Nous devons le faire. Le Nigeria aujourd'hui, si vous écoutez n'importe quel gouverneur du Nigeria actuellement, c'est
comment relancer notre industrie. C'est sûrement prévu, peut-être que ce n'est pas écrit. Bon, moi, je n'ai pas entendu. J'ai suivi le ministre Lazare Sefuto de bout en bout. Mais ce qu'il a dit qui est important pour moi, il a dit que désormais, surtout à partir de cette année 2017, il y aura 8 régions météorologiques. C'est-à-dire, désormais, on va contrôler la qualité des produits industriels qui viennent d'ailleurs. Je crois que c'est important et pour le consommateur, mais surtout pour nos industriels locaux qui vont au moins bénéficier de l'appui de l'État à travers ça. Eugène Alassoupo, ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus plu? C'est le programme social, le programme infrastructurel. Par exemple, le contournement de Cotonou. Le contournement de Cotonou. Le contournement nord. Pour nous qui quittons Porto Novo chaque matin, c'est compliqué. Si on arrive à réussir cette infrastructure, c'est que tous ceux-là qui quittent le Nigeria, qui quittent Porto Novo et qui n'ont rien à faire à Cotonou ne seront pas obligés de passer par Cotonou. Donc, contourner par Calavi et puis laisser la ville le plus ou moins libre. Je crois que tout ceci reste des ambitions et on a besoin d'être convaincus les années à venir de l'articulation, de la réalisation de l'ensemble de ces projets sur papier pour croire que on peut arriver avec des Béninois à des résultats probants qui nécessitent plus que le Bénin puisse s'élever au rang de pays important dans la sous-région, aux côtés de la Côte d'Ivoire qui continue de faire des merveilles économiques. Il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse au cours de cette émission, laquelle actualité est résumée et présentée par Yves Patrick Loco. Amis de la revue du web sur Club Média 7, bonsoir. Nous vous proposons de partir tout de suite pour les États-Unis où les renseignements confirment et insistent. La Russie aurait bel et bien piraté des comptes e-mail et fait publier des conversations sur Wikileaks à propos de la dernière présidentielle américaine. C'est ce que rapporte le site RFI.fr. En Turquie, 2 attentats ont été perpétrés en 5 jours, selon le site du journal Libération. 5 jours après l'attentat d'Istanbul, dont l'auteur est toujours en fuite, la Turquie a été à nouveau frappée par un autre attentat à Izmir, nous informe le site de Libé. En Gambie, le chef de l'armée confirme son soutien indéfectible à Yahya Jammeh. Ousmane Badji a réaffirmé son soutien et celui de ses hommes au président et aux autorités gambiennes, selon le site de Jeune Afrique. Finissons ce tour du web par la République démocratique du Congo, où l'opposant et candidat déclaré à la prochaine présidentielle salue l'accord historique signé le 31 décembre dernier. Moïse Katumbi, qui a accordé une interview à Radio Okapi, s'est réjoui du protocole d'accord obtenu sous l'égide de la conférence épiscopale congolaise et qui maintient au pouvoir le président Kabila, dont le dernier mandat constitutionnel s'est achevé le 19 décembre 2016. Merci de nous avoir suivis. Recevez nos vœux les meilleurs pour cette année 2016. Merci Yves Patrick Loco. Eugène Alassoupo, dans 2 semaines, prend fin l'exercice du pouvoir par Yahya Jammeh. Que pensez-vous de l'option militaire annoncée par la CEDEAO? C'est de loin peut-être une bonne option, mais à l'intérieur, il faut que cela puisse recueillir l'aval de l'ensemble de ceux-là qui sont proches du pouvoir. Yahya Jammeh a été clair. Lui, il n'a pas envie de laisser le pouvoir, alors qu'il a été battu au cours de ces élections. Il a même adressé ses félicitations au nouveau président élu, Adam Barrow. Et il faut donc comprendre que l'option de la CEDEAO pourrait susciter pas mal de pression. Lorsque vous intervenez dans un pays, il n'y a pas que du bien, il y a toujours des victimes, c'est évident, puisqu'on ne viendra pas prendre Yahya Jammeh dans son palais sans que ses gardes ne réagissent, etc. etc. Mais l'attitude de Yahya Jammeh, c'est une attitude antidémocratique. Et donc, il faut trouver la solution. Dans tous les cas, moi, je continue de croire qu'il est dans une position de négociation, au vu de tout ce qu'il a
excusez-moi l'expression, fabriquée à la tête de la Gambie, des mauvaises relations qu'il entretient avec les pays voisins, notamment le Sénégal, il a envie de se mettre dans une ceinture de sécurité, quitte à négocier pour l'essentiel. Il finira peut-être par laisser le pouvoir, mais nous verrons ce qui va se passer. La CEDEAO, pour intervenir, doit aussi mettre des gants pour ne pas faire des victimes innocentes à Banjul. Olivier Alotimé, les choses risquent d'être compliquées, d'autant que pendant que la CEDEAO annonce l'intervention armée, lui, Yaya Jammeh reçoit le soutien du patron de l'armée dans son pays. Il reçoit le soutien de l'armée, il reçoit le soutien de Alpha Condé de Guinée. Et en même temps, selon nos sources, il est en train de recruter des mercenaires pour résister en cas de coup dur de la CEDEAO. Dans tous les cas, la CEDEAO n'a pas le choix que d'utiliser la manière forte face à quelqu'un qui ne veut vraiment pas se conformer aux normes constitutionnelles. Ce serait vraiment un mauvais exemple pour la sous-région et pour l'Afrique. Je crois que la CEDEAO doit maintenir la pression. Malheureusement, au sortir de la dernière réunion des chefs d'État, rien n'en est sorti. On attendait qu'on annonce le recours à la force. Apparemment, les pays ne sont pas prêts à dégager des éléments pour aller sur le terrain, puisque les gros de la troupe aujourd'hui, c'est le Nigeria et c'est la Côte d'Ivoire. Or, ces deux pays, comme vous le savez, sont en très grande difficulté sécuritaire aujourd'hui. Et le fait que le chef d'état-major exprime son soutien à Yaya Jammeh ne veut pas dire que l'ensemble de l'armée exprime son soutien à Yaya Jammeh. Il peut y avoir quelques officiers intelligents qui puissent trouver la solution de la manière la plus radicale possible, sans effusion de sang, on l'espère. Mais il doit comprendre qu'il est en retard sur les donnes démocratiques et la meilleure voie pour lui, c'est de lâcher le pouvoir pour aller se reposer. Le temps ne nous permet pas d'évoquer suffisamment l'actualité internationale, puisque pour le médiateur, nous recevons aujourd'hui les deux parties, à savoir l'ODEM et la Haute Autorité de l'Audiovisuel, la communication. Pour la Haute Autorité de l'Audiovisuel, la communication, c'est notre collègue Jocelyne Aladaï qui va chercher l'information là-bas pour nourrir les téléspectateurs. Et puis pour l'ODEM, c'est le président de l'Observatoire qui est là. Alors tout à l'heure même, nous allons suivre la revue des caricatures. Vous savez, les caricaturistes ont leur façon hilarante de présenter l'actualité. Nous allons suivre ce que nous présente Patrick Djossou. Caricature débute l'année avec des vœux de progrès pour tous. Et le quotidien Le Progrès nous présente une caricature de Constantin Adadia qui expose l'illustre vieillard à barbe et moustache blanche en train de remettre une large ceinture à grosses boucles à un petit enfant qui l'interroge. Père Noël, qu'est-ce que c'est? Et le père de répliquer: c'est un cadeau de Noël. Avec la rupture, tout le monde a besoin de serrer la ceinture. Et le quotidien Le Matin, avec Alessandre Kosoko, de lancer le pari de la semaine entre un dignitaire sûrement féticheur et son entité fétiche, l'humain. Je parie à le premier de son avis que le nouveau président ne viendra pas à la fête du Vaudon, l'humanoïde. Moi, je parie un sac de corique à mon nom sera bien présent en chair et en or. Image quelque peu floue. Autre image plus floue, avec toujours le quotidien Le Matin, qui met comme titre de caricature: la saison 2 du film a commencé. Et ce qu'on arrive à lire, c'est un nom frappé du titre premier, alias Demolition Man, alias Degepi Man is back. Et on peut voir un personnage bien musclé et armé de 2 marteaux massus. Ce qui est sûr, d'autres images montées montrent la maquette d'une sortie discographique avec dominance bleu, rouge, jaune, ayant au-dessus des images hideuses de destruction exécrable, mais en dessous une image radieuse de construction excellente. Et un montage de proposer un médicament rouge-bleu à prendre matin et soir. N'oublions pas que demain, c'est lundi. À dimanche prochain pour une autre manche. Voilà, Eugène Alossoukou, vous avez suivi la revue des caricatures.
Oui, mais c'est l'idée qu'on a du préfet Tobola qui me fait rire souvent. Il va souvent par la force, mais je pense pour l'essentiel, c'est pour la... Il n'est pas le seul préfet. Il n'est pas le seul préfet, mais chacun a sa manière. Et tous ont leur manière d'agir. Mais il est le préfet de Cotonou, la plus grande... Bon, le littoral, c'est Cotonou. Et la différence aussi, c'est que la ville est confondue au département. Donc, il n'a pas d'autre espace où il peut se défouler que dans Cotonou. Et donc, il le fait très bien. Olivier, alors, tu peux... Oui, ce qui m'a marqué, c'est le 10 janvier. Est-ce que Patrice Talon sera là? Parce que 10 ans, sous Yahi, on n'a pas vu le chef de l'État participer à la célébration de la fête du Vaudou. Je crois, moi je parie qu'il sera là. Il sera là, il sera là et puis il a dit que il veut valoriser le Vaudou à travers le tourisme. Il a annoncé, donc je crois qu'il sera là. Et ce sera quand même une façon pour lui de vendre encore plus son idée, de revaloriser nos cultures et dans le cadre de l'industrie touristique. Merci Olivier Alotiemé, vous êtes rédacteur en chef de l'événement précis. Merci d'avoir été là. Merci à vous Eugène Alsoupo, vous êtes journaliste à Soleil FM. Merci et on se retrouve incessamment. Oui, nous passons à la rubrique suivante, c'est le médiateur. Jocelyne Aladé, vous êtes journaliste à la télévision nationale, on ne vous présente plus. Vous êtes allé chercher, vous allez souvent nous chercher l'information auprès de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Quel est le point qu'on peut faire? Quel est le point qu'on peut faire des comportements journalistiques en 2016? Les enfreintes à la déontologie et autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon sommaire? Bonsoir Nisma, j'ai en face aussi le président de l'ODEM que je salue, à qui je présente également mes meilleurs voeux pour 2017. Et je veux dire que nous sommes passés par 2016, nous sommes passés par le grill du côté des journalistes, notamment les directeurs de publication, parce qu'on va dire qu'en 2016, il y a eu certains qui ont été, osons le dire, des brebis galeuses, en ce sens que dans l'approche qu'ils avaient par certains titres ou par certains articles, des chroniques ou analyses, ils ont permis à des agents qui sont sous leurs ordres d'entacher quelque peu la crédibilité de certaines populations paisibles, entacher le nom de certaines familles ou entacher véritablement l'activité professionnelle ou économique de certains. Donc il faut dire qu'au niveau de la régulation, puisque je parle par rapport à la régulation, le président Eoumi, il dira bien sûr son mot du côté de l'autorégulation. Donc du côté de la régulation, on va dire qu'il y a quand même plusieurs centaines de plaintes. Bien évidemment, notre médiateur s'est mis en place le dernier trimestre de 2016 et déjà à ce niveau-là, on avait déjà une centaine. Hein. Donc, si on fait le feedback et qu'on remonte jusqu'en janvier 2016, on pourrait dire qu'il y a eu un bon paquet de plaintes de citoyens contre les journalistes. Du fait même que ces journalistes ont fait preuve d'entorse régulière à notre code de déontologie et d'éthique dans les médias. Voilà. Eoumi Constant, je suppose que vous en avez reçu autant. Autant de plaintes. Merci, nous n'avons pas reçu autant, heureusement. Heureusement pour nous. Ils ne nous ont pas saisis pour autant. À l'écrit, je peux dire, peut-être parfois au téléphone. Très peu de gens pensent à l'autorégulation. Les gens préfèrent agir directement. Oui, les gens voient beaucoup plus la HAC, ils y vont. Or, ils gagneraient à passer par l'autorégulation. Ben, je pense que c'est peut-être le premier chemin, parce qu'à ce niveau-là, c'est le tribunal des pairs, c'est le lieu où on peut même recevoir les confrères et leur parler directement pour leur dire... Pour les conscientiser. Les conscientiser surtout, parce que l'objectif de tout, ce n'est pas nécessairement de sanctionner, mais tout au moins de montrer aux gens qui font mal leur travail. Et si on montre à quelqu'un qui fait mal son travail, c'est plus honteux. Et il devrait peut-être abandonner ce métier-là si véritablement ce sont ses pairs qui lui parlaient que de sentir une sanction extérieure d'une institution, disons, quoi que ce soit de la République. Mais si c'est les professionnels comme vous qui vous disent que vous faites mal votre travail, je pense que c'est beaucoup plus là que... Moralise, voilà, je crois que c'est beaucoup plus là que ça doit pouvoir faire mal
à un professionnel si tant est qu'il est réellement professionnel. Oui, trop de plaintes, ça devrait avoir des conséquences sur les acteurs. Bien évidemment, puisque quand on a des plaintes, on a en face soit une commission qui va statuer, soit les pairs, comme on dit au niveau de l'autorégulation ODEM, mais au niveau de la régulation, il y a une commission qui est chargée d'étudier ces plaintes, c'est notamment la commission conduite par Jean Maillet, oui, bien évidemment, et c'est la commission de la carte de presse d'éthique et de la déontologie, et quand ils reçoivent, ils essayent d'étudier les plaintes. Quelquefois, certaines ne prospèrent pas, étant donné que le plaignant n'a pas su peut-être formuler en de bonnes formes ou bien construire l'idée de plainte. Et là, cette plainte n'évolue pas. Mais quand ils l'ont bien construite, bien évidemment, la majorité aboutit à des rapports dans lesquels il est proposé soit un rappel à l'ordre d'office ou une suspension temporaire ou encore une mise en demeure, ou si c'est le superlatif, on va vers une audition publique. Et ma foi, en 2016, on en a connu quelques-unes qui ont secoué un peu la baraque. Oui, comment comprendre que la presse écrite soit le maillon le plus faible? La presse écrite, bien évidemment, malheureusement, c'est à ce niveau-là que nous connaissons de nombreux couacs. Et ce n'est pas le président Eoumi qui va me démentir, puisque en 2014 déjà, il sortait avec l'appui de certaines institutions ce bouquin qu'il faudrait que tout journaliste puisse lire. Moi, je sais, j'ai beaucoup de fierté à pouvoir partager, oui, ce guide du patron de presse devant l'ODEM, la HAC et la justice, et notamment à la page 6, on a dit, attention, on a tiré beaucoup sur la sonnette d'alarme, et c'est lui qui l'a écrit et qui dit écoutez, l'article 99 de notre loi 97-010 du 20 août 97, vous voyez le recul sur lequel nous jouons, rend les propriétaires des journaux et écrits périodiques civilement responsables. Déjà. Et l'article 42, en 60, si on remonte à la liberté de presse au Dahomey, tout cela parle également des radiodiffusions et des télévisions sonores. Ça, ce n'est que ça. Mais comme c'est la presse écrite, on va plus loin et on va dire que toutes les personnes qui vont investir pour rendre publique une opinion, pour rendre publique une faute qui sera le relais parce qu'elle aura apporté soit de l'argent par un financement en tant que promoteur de presse ou en tant que responsable qui assure bien évidemment la prospérité ou le développement de l'organe. S'il se montre coupable, eh bien cette personne sera fautive, et comme elle fournit les moyens, elle sera fautive devant la loi. Et ça, il l'a dit dans ce livre, ce guide du patron de presse qu'il faut saluer. Et il faut expliquer, parce que moi je voudrais qu'il prenne la parole, parce que dedans il a tenté une analyse par rapport à ces patrons de presse, surtout les directeurs de publication qui ne sont pas bien formés. Je lui accorde cette parole-là, mais n'oubliez pas qu'il nous reste moins de 3 minutes. Hein. Ils n'ont pas d'expertise et ils sont de jeunes loups qui veulent gagner du terrain, qui veulent tout de suite montrer qu'ils ont des compétences et qui foutent en l'air certains boucliers de la profession. Merci. C'est là tout simplement que je voudrais demander que les responsables des médias, et notamment la HAC, et même plus que ceux qui doivent prendre les décrets d'application de la nouvelle loi, c'est-à-dire la loi du 20 mars 2015, puissent les prendre assez tôt, parce qu'on dit là, pour être directeur de publication, il faut avoir 10 ans de pratique professionnelle. Tout ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est là où le bas blesse. Si vous n'avez pas fait la pratique de 10 ans et que vous venez de commencer, vous avez quelque chose sous les bras que vous appelez organe, et vous commencez par traîner cela partout, vous ne pouvez pas comprendre fondamentalement tout ce qu'il faut faire pour être professionnel. Je voudrais demander tout simplement qu'on nous donne tous ces éléments-là et que désormais 2017 puisse se présenter à nous comme une année réelle de professionnalisme. Voilà un peu ce que je voudrais demander pour ne pas regarder dans le rétroviseur. Voyons en avant. Monsieur Eoumi, oui. Dites-nous, est-ce que les patrons de presse ont qualité à être jugés? Ah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que quand on dit directeur de publication, c'est beaucoup plus au niveau, au moment où vous laissez les gens commettre les crimes que l'on appelle par exemple crimes contre la chose publique.
beaucoup de gens ne voient pas là, parce que là, la prison attend même. Parce que vous instillez dans l'opinion des actes qui vont au-delà de simples écrits ou de simples verbales et qui passent à l'acte en détruisant des choses ou en mettant la paix du pays en péril. Oui, et qui sont ceux qui ont le pouvoir de les juger? Trois institutions. Déjà l'ODEM, avec l'autorégulation. Ils sont obligés de garantir un certain nombre de choses par rapport aux citoyens. Et moi, je vais souligner rapidement qu'ils sont garants, disons, d'une certaine orthodoxie aussi. Tout à fait. Il y a la responsabilité sociale qui leur incombe à ce niveau-là. Tout à fait. Et ensuite, il y a bien évidemment la HAC, qui est aussi l'auto de régulation. Quand vous signez une convention avec la HAC et que vous portez en torse... L'ODEM, la HAC et puis la justice, les tribunaux. Ça peut être en correctionnel, si c'est un simple délit de presse, mais quand ça va jusqu'au crime, c'est la cour d'assises. Et l'amende est lourde, là. Il faut dire aux gens que si vous devez passer tout de suite de 500 000 à 2 millions, je crois savoir combien d'organes peuvent donner cela en l'intervalle de 3 mois même, puis 6 mois, alors qu'il y a plus de plaintes. Actuellement, il faut faire très attention. Parce Alors, que autant raison garder. On est en 2017, il faut une meilleure collaboration. Quelles sont les perspectives? Oui, meilleure collaboration, étant donné que déjà qu'il y ait un ancrage, un creuset pour que nous partagions, en tout cas au niveau de la HAC et l'ODEM puissent partager, et qu'au niveau aussi des tribunaux, tout ce qui concerne la justice, que ces institutions-là puissent se parler, échanger, avoir des créneaux, des creusets sur lesquels elles vont échanger énormément, en associant bien évidemment des acteurs qui sont les professionnels. Merci Jocelyne, vous avez... Bien sûr, je pense que nous devons collaborer essentiellement. Tous les responsables d'organes de presse, les journalistes, la HAC, l'ODEM, les associations professionnelles et même la justice, nous devons collaborer, échanger, discuter pour qu'on mette chacun devant ses responsabilités. Je pense qu'à ce niveau-là, si nous échangeons beaucoup, certainement que ceux qui sont encore ignorants de ce qu'il faut appliquer dans la presse vont certainement se corriger et nous aurons peut-être une année totalement belle. Et si à ce moment présent, en 2018, nous nous retrouvons, nous allons certainement dire que nous avons fait un pas en avant. Jocelyne Ladaé et Omi Constant, merci d'être venu. Merci d'être venu. Ce sera tout pour Club Média 7 de ce jour. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion demain à partir de 23h30. Portez-vous bien. Bye bye.